puis, donc, je me suis toujours intéressé à la musique. Voilà. Donc, quand Michel Sineux a été appelé à d'autres fonctions, lui qui avait créé la médiathèque musicale, donc en 1986, il est parti en 1995 et voilà, il m'a demandé si ça m'intéressait. Donc j'ai accepté, un peu impressionné parce que même si je m'intéressais à la musique, Michel Sineux c'est quand même une personnalité voilà, tout à fait importante. Et puis c'était son œuvre, il avait créé cette médiathèque un petit peu à son image. Donc c'était, ouais, j'étais évidemment flatté qu'il me fasse signe, et puis en même temps j'avais un petit peu d'appréhension, parce que c'est toujours assez difficile de succéder à une telle personnalité. Voilà, bon, après les choses sont très bien faites, et je dois dire que j'étais très heureux parce que pour moi c'était évidemment la combinaison idéale des hobbies personnels, puisque la musique a toujours tenu une grande place dans ma vie, et puis le professionnel, donc c'était vraiment extraordinaire. Donc voilà, c'est pour ça que j'y suis resté longtemps, donc jusqu'à la fin de ma carrière, puisque j'ai pris ma retraite en 2014, j'y suis resté très longtemps, ce que d'aucuns parfois, vous savez, dans les hiérarchies, on dit oh, c'est trop long, ce poste, etc. Et puis moi, j'ai pas trouvé le temps, voilà, 17 ans, j'ai pas vu le temps passer. Je trouve cet établissement incroyable, enfin, en termes de possibilités, de richesse et d'originalité. Voilà, je me suis vraiment plu dans cet établissement. Je n'ai absolument aucun regret d'avoir pas voilà, pris d'autres fonctions par la suite. Alors la CIM, évidemment, ben voilà, c'est toujours pareil, c'est dans le contact avec Michel Sineux. Bon, Michel Sineux, ça a été un peu mon gourou, je vais dire aussi, comme il l'a été pour pas mal de bibliothécaires à l'époque. Et la CIM, c'est vraiment une création extraordinaire aussi, on doit tout à Michel Sineux là-dessus. Il avait imaginé une association permettant un petit peu de coordonner toutes les professions qui ont trait à la musique. C'est très intéressant parce que c'était pas seulement du bibliothécaire. L'idée, alors c'était ça le titre qui a souvent fait voilà, écloser beaucoup, parce que qu'est-ce que ça veut dire ce titre d'ASSIM, Association pour la coopération de l'interprofession musicale. Alors l'interprofession, on a glosé pendant des années pour dire c'est quoi. Et en fait c'était très clair dans son esprit, il s'agissait de fédérer un peu donc, tout ce qui pouvait se faire dans les bibliothèques au niveau de la musique, et puis y associer d'autres partenaires. Et alors, ça n'a pas, les autres partenaires, malheureusement, ça n'a pas fonctionné très très longtemps. Je pense à des disquaires, par exemple, il y avait des éditeurs de musique imprimée, ouais, tout ça c'était très passionnant. Alors, malheureusement, bon, au début ils sont venus, puis après ils se sont désintéressés de la chose, mais je crois que l'idée était vraiment intéressante. Bon, alors les disquaires ça a périclité très vite, donc effectivement, bon, mais la musique imprimée non plus n'est pas restée. Mais c'était une très très intéressante idée. Et alors au niveau des bibliothèques, la grande idée de Michel Sineux, c'était aussi de faire se rencontrer les différents types de bibliothèques. C'est un challenge, différents types de bibliothèques musicales, c'est un challenge encore aujourd'hui, je dirais. Et on progresse, mais c'est toujours très compliqué de faire voisiner la lecture publique avec tout ce que ça comporte, hein, enfin, les anciennes discothèques, aujourd'hui on dit plutôt les sections musicales, hein, et puis les bibliothèques d'enseignement artistique, des conservatoires, et puis les grands établissements qui ont des fonds de musique exceptionnels, comme la BNF évidemment, avec l'audiovisuel et la musique imprimée. Ce voisinage a toujours été très compliqué, en fait. Ça le reste encore aujourd'hui, mais moi ça a été une des grandes, je crois, découvertes de ces journées là. On a vraiment progressé dans le domaine, mais il y a encore à faire. Mais c'est vrai que ce sont des univers très, très différents. Moi j'ai toujours pensé qu'il fallait essayer de réconcilier, enfin c'était aussi l'idée de Michel Sineux, réconcilier l'écoute musicale et la pratique. Parce que l'écoute, ça renvoie aux discothèques, hein, les supports disques, etc. Et puis la pratique, ça renvoie au conservatoire. Et très longtemps, tout ça, c'est regardé un peu en chien de faïence quand même. Hein. C'était, voilà. Donc c'était compliqué. Mais le but de la CIM, c'était ça. Alors après, il y avait vraiment, je dirais, l'épine dorsale de la CIM, c'était la revue Écoutez Voir, que Michel Sineux a lancé aussi. Et ça, c'était vraiment aussi quelque chose de très original. Voilà, une revue qui permettait d'être un lien, en quelque sorte, hein, entre toutes les sections musique, les discothèques, les bibliothèques. Quelque chose de vraiment utile à ce niveau-là, parce que
bon, vous savez ce que c'est dans les sections musique, l'isolement guette, hein, souvent. Alors ça va quand on est dans un grand réseau comme Paris. Et encore, parfois, dans des petites structures, c'est compliqué. Alors quand vous êtes en province, vous êtes tout seul, et puis qu'en plus, vous n'êtes pas forcément très bien intégré, parce que c'est, vous savez, toujours la troisième section. Hein, bon, c'est assez difficile. Donc l'idée d'Écouter Voir, c'était d'apporter un peu de l'information professionnelle, mais pas seulement, parce qu'il y avait une grande partie aussi qui était dédiée à la culture musicale et à la critique discographique. C'était même très ambitieux, puisque, alors ça c'est pas concrétisé tout à fait, mais Michel Sineux voulait vraiment essayer de créer un livre hebdo du disque, en fait. Voilà, ça, là, je vais plus faire, mais ça c'était le problème des éditeurs de discographiques qui n'ont vraiment pas fonctionné, et qui n'étaient pas organisés pour ça. On a vu que c'était une profession à ce niveau-là qui était assez désorganisée. La CIM, c'est une histoire assez miraculeuse quand même, qui me fascine toujours, parce qu'on a réussi à rebondir, on a réussi à repartir. Voilà. En 2004, quand même, c'était dur, parce que Sineux est venu, et puis c'était les journées à Saint-Jean-de-Védas, près de Montpellier. Et je me souviens très bien, Sineux a dit, écoutez, moi je ne peux plus rien faire maintenant, c'est vraiment avec un quart des subventions, je ne sais pas du tout comment m'orienter. Donc voilà, maintenant je passe la relève. Il a dit, voilà, vous êtes là, il y a des jeunes, il y a du dynamisme, je vous donne les clés de l'association, et puis faites ce que vous voulez, quoi, un petit peu. Moi je peux vous transmettre le témoin, mais après, voilà. Et du coup, ça a été, là aussi, je me souviens, il y a eu un petit silence, et puis voilà, quelqu'un s'est levé, plusieurs personnes sont levées en disant, ben ça y est, on prend les rênes de l'association, on lève le gant. Et ça, c'était assez extraordinaire, parce que véritablement, on ne savait pas où on allait, quoi. Ça a toujours été dur de se faire une place dans les bibliothèques quand même, hein. La musique, elle est rentrée un peu par la petite porte, hein, comme ça, avec les discothèques. Ça a eu un succès formidable, mais il y a toujours eu un problème, je dirais, quand même de reconnaissance, je trouve, qui existe encore aujourd'hui, hein, malgré tout. La musique, voilà. La bibliothèque, c'est lié au livre, hein, c'est quand même dans les gènes, un peu, je crois, des bibliothécaires du public aussi. Hein, quand vous parlez de bibliothèque, moi, quand j'expliquais, je travaille en bibliothèque musicale, c'est très compliqué à expliquer ce qu'on faisait, quoi. Oui, c'est une bibliothèque, mais la musique, voilà. Alors après, quand vous expliquez que vous avez des collections patrimoniales de disques, alors là, ça c'est très compliqué, vraiment à expliquer. Donc il y a ce côté. On a une très forte identité, mais peut-être justement parce qu'on a toujours été un petit peu en mal de reconnaissance, hein, quand même. Même si, bon, bien sûr, ça existe, il y a un travail considérable de fait, mais oui, je dirais au niveau de la reconnaissance, ça a été compliqué. Et puis, après, l'étape suivante, c'était la fin des supports physiques, comme on dit. Là, ça a été un traumatisme encore bien plus grand, je crois, et qui n'est pas encore tout à fait résorbé aujourd'hui, parce que, je parle de la MMP, mais on pourrait parler de toutes les discothèques qui tournaient à fond. On avait des publics absolument énormes, le prix, ça ne cessait pas de croître, c'était formidable. Donc ça plaisait à tout le monde d'ailleurs. Les collègues du livre disaient, c'est très bien, comme ça on fait des gros chiffres. Enfin, c'était surtout ça qui les intéressait d'ailleurs. À tel point que moi je me souviens, quand ça commençait à décliner, des collègues directeurs d'autres bibliothèques qui étaient vraiment encore très livres, hein, pas beaucoup de musique. On dit, ah bah oui, maintenant c'est fini, le compact c'est même plus un produit d'appel pour nous. Vous voyez, c'est pas si vieux, hein, donc comme quoi il y a encore des réflexes qui sont un peu archaïques sur le sujet. Il y a un problème aussi, moi qui me met très cher, celui de la conservation, et qui là malheureusement pas encore beaucoup pris en conscience, je dirais, par les collègues. Moi, c'est une dimension, je trouve, fondamentale aussi, notamment sur le vinyle, hein, bien sûr, mais même sur le compact, parce que le compact, il y a des tas de choses qui ont disparu de la circulation depuis longtemps, plus personne n'a, donc il y a aussi un problème de conservation de ce côté-là. C'est devenu un support historique presque aujourd'hui, comme le vinyle aussi. Et je trouve ça un peu dommage que... Alors, je ne fais pas de procès à personne, parce que c'est compliqué, et puis il faut avoir les structures qu'on n'a pas. Alors bon, là aussi, c'est la grande chance de la médiathèque musicale d'avoir ces archives sonores qui sont un trésor inestimable, hein, de choses qu'on possède et que même la BNF ne possède pas, parce que vous savez, on sait bien que le dépôt légal n'a jamais été aussi efficace que pour le livre, donc il y a toujours des choses qui ont échappé. Donc, nous, on sait très bien qu'il y a aussi pas mal de choses qu'on est les seuls à posséder dans cette collection fantastique. Mais après, dans la profession, la prise de conscience de la nécessité de conserver et pas... voilà.
Alors je dis dans les petites structures, évidemment, c'est pas possible, mais moi j'ai toujours rêvé qu'il y ait une structure de conservation du vinyle au moins, et du compact si c'est possible, et qu'il y en ait une par région au moins. Bon, on en est très loin, quoi. On en est très très loin. Bon, évidemment, à Lyon, traditionnellement, parce qu'ils ont eu la collection de FR3, mais en dehors de ça, il n'y a quand même pas beaucoup de choses. Ça, c'est un peu dommage, parce que les grosses bibliothèques régionales, dans les BMVR par exemple, ou d'autres, ils ont les moyens, si vous voulez, le faire. Il ne faut pas perdre ça. C'est fantastique, la voix, le son, c'est quelque chose qu'il faut absolument conserver, il ne faut pas perdre tout ça. Moi, je rêve qu'on numérise les vinyles de la MMP. Bon, c'est un vieux projet, on n'a toujours pas fait, j'espère qu'on pourra le faire un jour un petit peu. On avait fait la numérisation des 78 tours, qui a été une des aventures les plus extraordinaires que j'ai pu mener. On a été les premiers en France. C'était voilà, un grand souvenir, ça aussi.